les boîtes de croissance, elles peuvent déployer leur business beaucoup plus facilement qu'avant. Et tu as un dernier élément qui arrive en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle, c'est un outil incroyable pour les boîtes de croissance. Bonjour et bienvenue dans La Forge. Aujourd'hui, c'est l'épisode 7 et on a la chance de recevoir François Badelon, qui est président du conseil stratégique de Lonvia, entre autres. Voilà, ça tout à fait. Bonjour. Merci François d'être là. C'est une grande fierté parce que c'est notre premier invité qui a déjà fait la Martingale, qui est le gros podcast du secteur. Donc ça, c'est super pour notre petit format. Et puis c'est aussi pour nous, investisseurs que nous sommes, aussi une grande fierté puisque François est un investisseur parmi les plus connus et qui a le plus de succès en France sur différentes stratégies avec différentes maisons de gestion. Donc je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur l'investissement action qui intéresse tous nos auditeurs, on le sait bien. Donc encore une fois, merci d'être là. Merci Gustave. Donc l'objectif, comme d'habitude, c'est justement de connaître notre invité. Donc François, je disais, tu étais connu pour avoir créé un certain nombre de sociétés de gestion, donc, je crois Amiral Gestion, Lonvia dans laquelle tu participes également. Ouais. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené dans la finance, amené dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement action? Un truc un peu historique dès le début, très jeune. Je sais pas, c'est des trucs importants aussi. C'est j'adorais les jeux de société, j'adorais le Monopoly, très jeune. J'adorais gagner au Monopoly surtout. Et donc, quoi ta couleur préférée au Monopoly? Non, j'avais pas de. Moi, c'était le double 6 surtout. Okay, double 6, ouais. Le truc préféré. La bourse, c'était quelque chose qui me fascinait, mais évidemment, je comprenais rien. J'écoutais les cours de bourse qui défilaient vers midi sur Europe 1, je sais plus. Je parle de ça, et c'était il y a 40 ans. Et en fait, quand je suis arrivé à mon école, le premier jour, j'ai fait le SCP, donc j'ai pris le métro. Et dans le métro, il y avait une pub qui disait, voilà, la RATP fait un emprunt, 17%, c'était septembre 81. Voilà, je suis rentré en septembre 81. Or, coup de bol, parce qu'en septembre 81, c'était le plus haut historique sur les taux d'intérêt des 30 dernières années, quoi, à l'époque. Et aujourd'hui, évidemment. Donc, ça n'a fait que baisser depuis. Et donc, voilà, je vois ça. Juste pour parler concrètement, on dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inflation, que les taux sont très élevés, ils sont autour de 5. Oui. Là, ils étaient à 17%. Ah oui, oui. Voilà. Okay. 5%, c'est rien. C'est grotesque. Et donc, j'arrive à l'école, et là, je vois une autre affiche, une pub de je ne sais plus quelle banque, qui dit, voilà, emprunt étudiant 9%. Tiens, 9%, 17%, il y a un truc. Et là, donc, avec un autre copain, on allait discuter. Et donc, on est allé à la banque, on a emprunté à 9, et puis on a acheté des obliges à 17. Voilà, c'était une espèce d'arbitrage. On ne savait pas ce que c'était, l'arbitrage de taux. Voilà, et puis avec ce petit capital, c'était aussi après l'élection de Mitterrand. Donc, la bourse était totalement effondrée. Donc il y avait des trucs donnés, des trucs complètement ridicules. Donc même sans rien comprendre à la bourse, on s'est dit tiens, il y avait une boîte, par exemple, elle valait le tiers du cash. C'était une filiale de Saint-Gobain en plus, donc c'était une filiale, c'est complètement idiot. C'est évident que Saint-Gobain. Si on se remet dans le contexte, c'était l'ambiance après l'élection de Mitterrand que j'ai pas connue. Tu t'en doutes, c'était ambiance, on va devenir une république soviétique. Exactement, voilà, les communistes étaient au pouvoir, c'est hallucinant quand même. Le communiste, il ne faut pas oublier, dans les années 80, le communiste, c'était l'Union soviétique, les camps de travail en Sibérie, etc. Et les mecs étaient au pouvoir en France. Alors, et ils étaient aux ordres de Moscou. Donc, évidemment, ils n'allaient pas faire pareil. Enfin, on peut comprendre qu'aujourd'hui, on oublie un peu. C'est vrai que là, le patron communiste, là, il a l'air assez sympa, il est pro-nucléaire et tout. Je veux dire, enfin, moi, je l'aime bien. Quoi, comme ça, présente bien, en tout cas. Oui, voilà. Mais à l'époque, c'était des mecs, c'était des vrais... Ils faisaient peur, quoi. Ah oui, ils faisaient peur. On les voyait arriver avec des chars, quasiment. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je racontais? Voilà, donc sans tellement réfléchir, sans avoir des grandes idées, etc. Il y a des trucs, voilà, l'arbitrage de taux, là, ok, t'empruntes à 9, place à 17, il n'y a pas besoin d'être... Il fallait simplement le faire, voilà. Il y a des choses comme ça, des fois, c'est évident, il faut le faire.
Et personne ne le faisait, mais voilà. Donc là, tu es étudiant, tu fais donc ces arbitrages Voilà, auto. Bon, pas des trucs extraordinaires. Mais... Et juste, tu disais très tôt, je me suis intéressé à la bourse. Est-ce qu'avant même tes études, déjà, tu étais intéressé à la bourse? Non, c'est vraiment les études. Oui, c'est comme ça m'amusait, le côté jeu, etc. Ouais, mais j'avais, dans ma famille, ils n'avaient jamais mis un sou de côté. C'est pas ton cadre familial, c'est pas ta culture. Non, rien du tout. Non, mais mes parents n'ont jamais acheté ni d'actions, ni d'obligations. Ils ne savaient pas ce que c'était une obligation, etc. Mais ils trouvaient que c'était intéressant, la bourse, pour s'intéresser à l'économie, mais pas plus que ça. Voilà, donc quand je suis rentré sur le marché du travail, la bourse n'intéressait absolument personne. Il n'y avait quasiment pas de cours à l'école et personne ne savait, par exemple, qu'on pouvait travailler à la bourse. C'était un métier pour nous, les étudiants, ça n'existait pas. Agent de change, c'est ça? Oui, mais bon, je ne savais pas ce qu'ils disaient, personne ne savait ce que c'était, personne... Donc même à l'ESCP, on n'était pas formé à ça, quoi? Ah non. Il y avait un cours de bourse, mais c'était complètement ridicule. Le prof, il ne comprenait rien. Moi, j'ai rien compris au cours. Ça n'avait aucun intérêt. Et donc, absolument personne ne s'orientait vers ça. Mais tu vois, dans mon esprit, les années 80, c'était les années phases de Wall Street. C'est juste après. Moi, ça, c'était en 86. Okay. En 86, alors ça démarrait. La preuve, j'y suis allé. Donc, en me renseignant, j'ai vu qu'effectivement, on gagnait bien sa vie, que ça avait l'air d'être amusant. Mais la chance que j'ai eue, c'est que ce n'est pas du tout compétitif. Parce que les gars les plus brillants, ils ne faisaient pas ça. Ils faisaient quoi? Le truc à l'époque, c'était les cabinets d'audit. Et c'était surtout la voie royale, c'était le marketing. Ah oui. Voilà, donc il fallait les gars les plus forts, ils allaient chez L'Oréal, Procter. Voilà, parce que moi quand je les voyais, je me disais, oula, je ne peux pas aller chez L'Oréal, je vais me faire massacrer par ces gars-là. C'est dingue comme ça a changé, ouais. Et ils ont bon, il y a toujours des gars très brillants dans mais ces boîtes-là. Mais la voie royale dans les écoles de commerce, ça a un peu changé, voilà. Oui, non, ça paraissait très très dur de rentrer dans ces métiers-là. Quand j'y suis rentré donc chez Mescart, j'ai assez vite compris en fait que je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi il fallait acheter une valeur. Enfin, je suis pas complètement idiot non plus. Il y avait des trucs qu'on comprenait, mais pas en profondeur. Et je me renseignais, je posais les questions, les réponses que j'avais me satisfaisaient pas. Tu es rentré chez Mescart comme agent de change, justement? Oui, comme à l'époque, ça s'appelait trader. C'est des vendeurs. Okay. On appelait les institutionnels. Ouais. Et pour essayer de leur donner des idées. Alors, il fallait les appeler tous les jours avec une idée différente. Moi, j'avais aucune idée quasiment. Et en échange, ils te donnaient des ordres de bourse. Et toi, tu te prenais ta com et d'agent de change. Quoi. Voilà, donc j'ai essayé de comprendre. Donc, à la bourse, j'étais un peu à la recherche de ça aussi. Tu voulais comprendre, tu voulais la solution. Voilà, de bien comprendre. Mais malheureusement, en fait, les bons bouquins, on ne les avait pas. Les livres en français, il n'y en avait pas. Ou c'était des trucs universitaires ou pas tellement intéressants. On t'expliquait juste, ça, c'était des listes de finances. Théorie, quoi. Mais pas d'investissement. Et les livres d'investissement, c'est les Américains qui, évidemment, eux, la bourse, ils avaient commencé bien avant. Mais déjà, les Américains eux-mêmes, la plupart, les gens du métier, ne les avaient pas lus. Et en français, là, tu n'avais aucune chance de les trouver. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup de retard. Alors, je faisais des trucs un peu basiques, des espèces d'arbitrage ou des boîtes très, très décotées. Pour moi, hein, après, à mes clients, je leur sortais des idées comme ça dont tout le monde parlait, mais qui n'étaient pas forcément passionnantes. Un jour, c'est mon patron, quand j'étais une boîte qui s'appelait Exane, un petit broker qui est devenu numéro 1. Les managers étaient vraiment très, très forts. Et mon patron m'a dit, tiens, il y a ce bouquin sur un gars qui s'appelle Warren Buffett. Et c'est un livre qui s'appelle The Warren Buffett Way. Voilà. Donc, c'était en 95. J'ai lu ce truc-là. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, c'est... J'ai tout compris. Non, j'ai pas tout compris, mais
c'est simple à comprendre. J'ai vu, évidemment, je savais que ce n'était pas facile à faire, mais n'importe qui pouvait comprendre les explications, la philosophie. Et donc, je me suis dit, pour la première fois, je me suis dit, là, je vais pouvoir investir avec une vraie philosophie. Et un truc éprouvé qui paraît, en plus, c'est que des trucs de bon sens. Et à partir de là, effectivement, c'est pas que je gagnais tout le temps, mais presque, quoi. En plus, c'était les bonnes années pour 95. En fait, ça t'a donné une méthode, c'est ça? Voilà, ça m'a donné une méthode, une philosophie. C'est quoi un peu, pour ceux qui nous regardent, cette méthode, parce qu'en gros, le Warren Buffett Way, ou la méthode Warren Buffett en général, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce value investing. Ouais, c'est des trucs, mais aujourd'hui, ça n'a plus tellement d'intérêt parce que ça a été tellement répété que tout le monde le sait et que, je veux dire, mais à l'époque, c'est ça qui est marrant aussi avec la bourse, c'est que c'est une bonne image pour tout, pour la société, pour la vie, pour la philosophie, pour tout ce que tu veux, parce que tu retrouves les modèles de la bourse un peu partout. Donc là, en fait, tu vois qu'il y a des choses hyper simples, mais personne n'avait compris, quoi. Et aujourd'hui, tu dis, c'est pas possible, ils étaient cons, quoi. Tu vois. Donc, par exemple, le principe le plus basique, c'était qu'il faut investir d'abord qu'une action, c'était pas un bout de papier. Parce que nous, on croyait, dans les années 80, les gens, ils voyaient les actions comme des bouts de papier qui on ne savait pas exactement ce que c'était, quoi. Qui montait, qui baissait comme ça, mais bon. Et ils disaient non, c'est pas un bout de papier, c'est une part d'entreprise. Et en fait, la recommandation numéro 1, et pour valoriser une entreprise, c'est dire, quand tu achètes une action, c'est comme si tu achetais toute la société. À ce moment-là, ça devient beaucoup plus simple. Parce qu'une action, où là, par exemple, il y a 10 millions d'actions, alors qu'est-ce que c'est? Il faut diviser par 10 millions, machin. Toi, déjà, les calculs mentaux deviennent compliqués. Le chiffre d'affaires divisé par 10 millions, c'est grotesque. Alors que si tu prends simplement la société en entier, c'est plus facile de valoriser la boîte. Mais là, les gars qui vont écouter, ils vont se dire, il est débile, ben non, mais... Ouais, mais c'était comme ça. À l'époque, il n'y avait pas ce... Non, parce que c'est vrai que quand on achète une action, même honnêtement, je pense que 90% des investisseurs aujourd'hui se disent pas « j'achète la société ». Ils se disent « j'achète une action ». Ouais. Donc je pense que de raisonner en disant « est-ce que j'achèterais la société ?» Voilà, c'est ça. Oui, tu expliques mieux. Toi, tu es plus fort que moi pour expliquer. Je sais pas, mais c'est ce que je comprends de ce que tu me dis. Voilà, en fait, c'était ça l'idée. Oui, tu as tout à fait raison. La question, c'est se dire... Est-ce que j'achèterais toute la société? Si j'étais propriétaire de la société, est-ce que je serais content de la garder pendant 150 ans? Et si oui, là, je peux acheter l'action. Là, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes raisonnements. Voilà, donc, principe extrêmement simple. Ensuite, bien comprendre la société. Bien la comprendre, ça veut dire acheter des trucs simples ou pas simples si tu es docteur en physique ou en biologie moléculaire. Mais si c'est pas le cas, voilà, tu commences par des trucs. Alors à l'époque, c'était le truc qui marchait à l'époque, par exemple, c'était les boîtes de distribution. Alors il fallait faire des trucs simples. Il fallait il y a une boîte de distribution, tiens, elle est pas chère, je vais voir. Et puis tu allais visiter les magasins, tu parlais aux vendeurs, tu allais voir le management, tu lisais les rapports annuels. Donc là, tu passes quand même de broker, enfin de trader, mais quand même d'intermédiaire à investisseur à ce moment-là. Oui, mais en fait, notre métier de vendeur, à l'époque, c'était un peu différent aussi. Les gérants, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'analyse financière dans les banques, etc. Et les gérants étaient... ils ne connaissaient pas toujours hyper bien les sociétés. Tu vois, tout le monde s'est professionnalisé. Okay. Donc les gérants qui n'avaient pas d'analystes avec eux, de bureau, etc., ils étaient beaucoup plus demandeurs de recommandations auprès des brokers. D'accord. Aujourd'hui, un gérant, il parle pas à un broker. Oui, soit il lui parle pas, soit il lui demande pas vraiment son avis. C'est pas. Il peut l'écouter. C'est intéressant de savoir ce que pensent les brokers. Et puis ils sont très intelligents les brokers. Mais à l'époque, ils étaient beaucoup plus dépendants. Donc si tu arrivais avec une idée, voilà. Donc il fallait. Donc c'était. Voilà, donc ça c'est les principes de base. Après, il y a plein de choses, mais c'était ça essentiellement. L'idée de dire que il fallait
tu ne pouvais pas acheter au plus bas et qu'il ne fallait pas se faire influencer par les cours de bourse. Donc quand tu achetais un truc, il fallait être prêt à le garder très longtemps. Et puis dans les annexes du livre, en fait, il y avait, mais de la première édition, parce qu'après dans les éditions suivantes, je n'ai pas retrouvé ces annexes. En fait, tu pouvais construire un modèle Excel de valorisation. Il t'expliquait comment Buffett, dans sa tête, parce que lui, il n'a toujours pas d'Excel, rien, lui c'est une machine, un ordinateur vivant, donc comment il faisait son modèle de valo. Et à l'époque, là aussi, ça paraît un peu dingue, mais il n'y avait pas de modèle de valo. Personne ne faisait, je connaissais, il y en avait sûrement, les plus malins le faisaient peut-être, mais je ne connaissais pas de gens qui faisaient, les brokers ne faisaient pas de modèle de valo. Personne te disait, ah, telle valeur, telle société, nous on pense que la vraie valeur c'est tant. Tu vois, le cours de bourse est à 70, mais on pense que la vraie valeur c'est 100 parce qu'on a un modèle. Non, c'était pas ça. Nous, c'était acheter, vendre, tu vois, ouais, ça devrait monter peut-être de 10%. Donc, pour beaucoup d'investisseurs particuliers, ils n'ont toujours pas de modèle. Hein. Donc, oui, oui, mais ils peuvent, tu vois, les professionnels, en tout cas. Oui, ils ont tous des modèles aujourd'hui. Voilà, ils ont tous des modèles. À l'époque, il n'y avait pas de modèle. Donc, je me suis construit ça. J'ai pris des cours le week-end, j'ai fait des formations Excel, parce que bon, tu vois, je ne savais pas me servir d'Excel, quoi. Tu vois, qui ne sait pas se servir d'Excel aujourd'hui dans les métiers un peu intellectuels et personne, quoi. Donc là j'ai fait ça. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir une grande confiance. Même si tu te trompes et que tous les chiffres de ton modèle sont faux, évidemment, parce que tout est faux, l'avenir, personne ne le connaît. Mais forcément, ça te donne une grande confiance, quoi. Et surtout, si tu vois que la valo, c'est 2 fois ou 3 fois plus. Voilà, donc des trucs hyper simples. Aujourd'hui, c'est pas ça qui te permet de devenir un bon gérant, mais tout le monde a progressé, hein. Voilà, donc je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, écoute, j'avais 38 ans, je lui ai dit, écoute, moi, à 40 ans, je veux plus être vendeur, quoi. Je veux faire de la gestion. Il m'a dit, tu veux plus être vendeur à 40 ans ? Bah, tu t'en vas. Si tu n'as plus envie, bah, c'est pas la peine de rester 2 ans. Donc je me suis fait un peu virer. Mais en fait, évidemment, il avait tout à fait raison. Si tu dis dans 2 ans j'arrête, bah arrête tout de suite, hein, c'est pas la peine. Voilà. Et donc j'ai monté Amiral Gestion avec le premier fonds en 2002. Ça a pas mal marché au niveau marketing sans rien faire. C'était le premier fonds, c'était Sextant PEA. Sextant PEA, oui. Qui était d'abord logé à la financière de l'échiquier. Voilà, oui, parce que bon, pour monter une société de gestion, il faut être 2. Il faut être gérant de portefeuille, il faut 2 gérants de portefeuille. Moi, je n'étais pas gérant de portefeuille. Mais il suffit que tu fasses 1 semaine de gérant de portefeuille, tu es gérant de portefeuille. Tu vois, selon à l'époque, la COB, il n'y avait pas de diplôme, il n'y en a toujours pas. Tu vois, mais tu ne pouvais pas monter une société de gestion sans être expérimenté. C'est quand même plutôt une bonne idée. Donc Didier Le Ménestrel a été hyper sympa, il m'a hébergé. Et puis bon, au bout de 6 mois, il dit écoute, ça marche, donc maintenant tu t'en vas. Lui aussi, il avait raison, évidemment. Et donc voilà, donc j'ai monté la société, mais disons que le projet, c'est 2001, quoi. Et tu avais un associé du coup, direct. Et j'ai embauché un autre gérant. deux personnes qui étaient qui travaillaient à mi-temps et qui étaient donc j'étais un petit peu tout seul, mais bon avec deux associés qui étaient mais dont l'une avait été gérante de portefeuille. Voilà, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon marketing avec des lettres, et en fait, en quelque sorte, j'ai pris la licence Warren Buffett, c'est-à-dire que dans mes lettres, j'expliquais la philosophie de Buffett. Et c'est très simple pour bien faire comprendre aux gens de manière sans vocabulaire complexe. Et donc effectivement, ça a bien marché. Et là... Donc Amiral, le premier fonds Sextant PEA, c'était un fonds qui investissait logiquement dans les entreprises françaises, européennes? Ouais, c'était un fonds PEA, mais en fait, assez vite, j'ai eu quelques idées à l'international. Donc
c'est devenu assez vite un fonds PEA international. Surtout, on pouvait mettre, je sais plus, 20% d'actions internationales. Okay. Moi, je présentais ça un peu comme un portefeuille personnel. Je disais aux gens, bah voilà, moi, j'avais mis mon argent dessus. Et je disais, moi, je gère c'est mon capital. Si tu veux participer, tu viens. Sinon, bah, pas de problème. Si tu veux un fonds qui soit vraiment un fonds un fonds Europe, je sais pas, mid-cap, spécialisé sur l'immobilier, bah non, moi, c'est mon portefeuille perso. Ouais. Voilà. Et j'expliquais ce que je faisais. Et donc, tu dis, ça a vite bien marché. Il y a quand même un moment, non, où tout de suite, tu vois que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que l'enjeu pour un fonds, c'est d'avoir de la collecte. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça se met à collecter? C'était quoi ta distribution? Elle était faite comment? Bon, là, c'était du bol et pas du bol. Je me suis rendu compte qu'il y avait des valeurs qui étaient complètement décotées, ou c'était un peu n'importe quoi. Alors ça, c'est pas du bol parce qu'il fallait le voir, c'est pas si facile que ça. Ouais. Sinon, tout le monde l'aurait fait, ouais. Ils n'auraient pas été décotés. Et puis, mais en tout cas, l'opportunité était là. Il fallait être prêt pour la prendre. C'est souvent ça, quand on parle de chance et de trucs, c'est que, ok, la chance, oui, bien sûr, mais il faut la saisir, quoi. Et donc, il faut être prêt. Il faut se préparer. Les gens qui se préparent, bah, ils ont souvent plus de chance que les autres. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance, mais souvent, ils ont beaucoup travaillé avant. Ils savent ce qu'ils cherchent aussi, peut-être. Ils savent ce qu'ils cherchent, peut-être. Bah, oui, ou pas forcément, mais tu peux être prêt à plein d'éventualités, puis tu en as une qui passe, boum. Si tu comprends, si tu es au courant, si tu as bossé le truc, si tu comprends pas grand-chose et que tu bosses pas et que tu te renseignes pas, bah, oui, tu vas avoir les opportunités qui passent, bah, tu vas pas les saisir. Et donc, effectivement, à l'époque, il y avait une opportunité incroyable, c'était les boîtes Internet. Et dans quelle année exactement là? C'est 2002-2003. Ouais. Et les boîtes Internet, à l'époque, ne valaient absolument rien. Et donc ça, je l'ai écrit. Hein, j'ai une lettre, je pourrais te la filer si tu veux. Où j'ai écrit, voilà, l'Internet, c'est une espèce de train TGV. Okay, il est parti très très vite. Mais le truc, c'est qu'il est revenu en gare. Donc, et là, on peut monter. On peut remonter au démarrage, quoi. Et donc, c'est une opportunité historique. Et c'est un train, il va repartir dans le bon sens, quoi. Donc là, j'ai écrit ça en octobre 2002. C'est quand même... je suis fier, parce que là, je l'ai écrit, quoi. C'est un truc... Et voilà. Avec cette analogie, tu l'as écrit? Oui, avec les trains. Alors, malheureusement, je n'étais pas américain. Parce que j'aurais été américain, là, je ne te parlerais pas aujourd'hui, je pense. Je serais dans une espèce de. Bon, heureusement pour moi, alors. Oui, peut-être, je sais pas. Ouais. Donc, non, mais j'exagère un peu, mais c'est vrai que voilà, j'aurais rencontré d'autres sociétés, etc. Mais il y avait quand même des très très belles boîtes Internet. Donc, ça fait partie aussi du succès. C'est quoi, si tu nous listes une ou deux valeurs qui t'ont particulièrement marqué à ce moment-là? Bon, bah, la valeur emblématique pour moi, c'est une société qui s'appelait auféminin.com, qui valait en gros, je ne sais plus si c'était le cash ou la moitié du cash, enfin c'était le cash, quoi, le cash à la banque, et que j'ai découvert que les patrons étaient des gars exceptionnels. C'est un couple de polytechniciens qui travaillaient beaucoup. Et qui avait un espèce de côté génial de créativité et de code. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un gars, ce qu'on sait aujourd'hui, on a vu dans les boîtes Internet américaines, un gars tout seul qui faisait le travail de 50, quoi. C'est-à-dire que si tu prends les meilleurs codeurs, le mec il va te faire le boulot de 100 personnes, quoi. Donc c'était un peu ça. Il ne dormait pas, il travaillait le jour, la nuit, etc. Bon, après, il y avait plein de trucs qui étaient très, très positifs. Et donc, finalement, c'était une société, mais qui est très vite devenue très chère en multiples. Parce qu'en fait, comme elle perdait de l'argent quand j'ai acheté, bah, dès qu'elle a un peu monté... il y avait un PE infini et on n'était plus protégé par la trésor qui brûlait en plus.
Mais on voyait quand même bien le potentiel. On voyait le chiffre d'affaires qui montait, et puis un jour, bah oui, ça va passer au-dessus des coûts, et puis après, tu peux te projeter. Voilà. Puis bon, il y avait aussi plein de raisons. Un point très important en bourse, si tu achètes une société controversée, c'est de comprendre pourquoi tu l'achètes, mais aussi très important, pourquoi les autres ne l'achètent pas. Pourquoi les autres n'apprécient pas la valeur. Et essayer de voir si c'est une bonne raison. Enfin, une bonne raison pour toi. En gros, s'ils se trompent. Si tu as bien compris pourquoi les autres n'achètent pas une valeur, et tu te dis, et tu as bien compris pourquoi c'était des mauvaises raisons de ne pas le faire, l'idée, elle est encore plus forte. Tu vois. Et là, les raisons, elles étaient assez évidentes, parce que tous les gars étaient écœurés par le crack des boîtes Internet qui avait divisé par 10 l'année d'avant. Ouais, c'était pas simple, j'imagine, de mobiliser les gens sur ces thématiques-là dès 2002, du coup. Ah bah, il y avait plein de gens, je leur disais, j'achète des boîtes Internet, ils disaient, ok, merci. Ouais, suivant. Oui, je te parle plus. Et typiquement, là, si je fais un parallèle avec aujourd'hui, un exemple que j'ai un petit peu regardé, c'est Orpea. Donc là, c'est un peu différent parce que c'est un problème quasi légal qui les a, mais quand même beaucoup réputationnel. Et probablement, je ne sais même pas s'ils ont été condamnés à date. D'abord réputationnel, qui est quand même des actifs tangibles sur un secteur en tension. Je crois je ne sais même pas à combien on est tombé, mais on a perdu, à mon avis, à un moment, en tout cas plus de 90% de la valeur. Est-ce que c'est un bon parallèle ou est-ce que c'est un hors-sujet complet ? C'est un très bon parallèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter, mais c'est un bon parallèle au sens où c'est bien de regarder à ce moment-là. Après, c'est compliqué, Orpea. C'est des métiers difficiles. Je pense que ce qu'il faut évaluer, c'est est-ce qu'effectivement c'est un risque légal ou réputationnel. Et si c'est légal, là, on ne sait pas où est-ce que ça peut s'arrêter. Si moi, je vais te dire un truc horrible. Là, c'est totalement... Il faudrait peut-être couper l'enregistrement. Non, mais on peut y aller. Mais c'est des métiers où il y a des risques réputationnels, quoi que tu fasses, inhérents. Parce que je ne sais pas si tu es déjà allé dans ce genre d'institution. J'en garde pas un super souvenir. Ou si tu as une personne âgée, très âgée chez toi, très peu de gens ont vécu ça. C'est violent. C'est terrible. Ça va nous arriver tous, mais quand tu es une personne très âgée et dans ce genre d'institution, je sais pas, tu veux pas être très propre déjà, tu vois ce que je veux dire, tu as des couches et tout, si tu as envie de mettre tes couches, ça va être dramatique. Donc les gens qui passent derrière, qui nettoient, qui s'occupent de ces gens, c'est très très dur, c'est des saints quasiment, tu vois, faut un amour du prochain énorme. Et je plaisante pas là, je suis pas provocateur, c'est vrai quoi. Donc, imagine gérer des centaines d'établissements avec des milliers de personnels qui ont un métier, évidemment, c'est pas évident, mais c'est un fait, qui est mal payé, alors que c'est un métier extrêmement dur psychologiquement. Et tu as énormément de pouvoir sur les clients, parce que c'est des vieilles personnes qui ne peuvent pas se défendre. Donc, tu as évidemment des sujets de maltraitance, mais c'est juste évident que si tu n'as pas un contrôle très strict, tu vois, des méthodes de formation du personnel et de motivation, mais c'est sûr que tu vas avoir de la maltraitance. C'est du bon sens, tu vois. Je suis pas méchant en disant ça, c'est au contraire. J'essaie d'avoir de l'empathie pour les deux. Je me dis putain merde, si moi on me demandait de faire ce métier, mais je pourrais pas quoi. Donc pour une boîte cotée, c'est extrêmement risqué. Moi, je connais pas bien le dossier, mais c'est le seul truc que je dirais, c'est que le risque réputationnel, si tu es sûr tu veux pas en avoir, fais pas ce métier. Ouais, tu fais pas ce métier parce que ou alors voilà, il y a peut-être un gars qui a inventé des méthodes, qui va très très bien gérer ça. Sur un petit établissement, je pense que tu peux le faire. Déjà, si tu es sûr que chaque manager d'établissement, tu vois, c'est une personne, tu as des tests, si tu sais leur faire passer des tests pour voir que c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de cœur, et il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Non, il n'y en a pas plein, mais il y en a. Il y en a. Et voilà. Donc, ce que je trouve assez intéressant dans le parallèle, c'était de dire, en fait, il y a des moments où les gens sont fermés à certaines idées ou certaines thématiques. Parce oui, voilà, c'est ça. Le marché, voilà, exactement. Quand ça devient interdit. Voilà.
de parler d'un sujet. Ça devient intéressant. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, ça peut aller dans les deux sens, voilà. Mais en tout cas, ça mérite d'être étudié. Voilà, exactement. Ben, c'est souvent ce que je faisais un parallèle avec ça et la politique ou la vie publique ou les situations dramatiques comme les guerres, etc. C'est que en bourse, tu peux faire ça. Tu peux dire non. Tout le monde me dit non, mais je vais regarder quand même et je vais y aller. Alors que si tu fais ça dans la vie publique ou dans la politique, etc., oui, c'est fini. C'est fini et tu peux littéralement être mort. Alors on te tue, tu vois. Alors que la bourse, tu risques de perdre de l'argent seulement. Mais c'est moins risqué d'être contrariant que dans plein d'autres activités. Pas que la guerre et la politique, mais même dans une grande entreprise, tu vois, où si tu commences à dire non à... C'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement, c'est un des secteurs où on peut être contrariant sans risquer trop... Ouais, c'est risqué quand même, hein, parce qu'à court terme... On reste son argent quand même. Si tu es contrariant en bourse, à court terme, tu es quasiment sûr de perdre. C'est mathématique. C'est un truc aussi que les gens doivent comprendre. C'est que, imagine, voilà, tu achètes un truc, tu penses que c'est une bonne idée, mais les gens, ils ne pensent pas comme toi. Bah, a priori, il n'y a aucune raison que le marché il change d'opinion le jour où tu as acheté. Donc, ça arrive très souvent que, il y a un certain type d'investisseurs où, quand ils achètent, ils perdent toujours, quoi. Tu peux être sûr que ça perd 20%, pas le lendemain, et c'est assez logique, quoi. C'est logique parce que c'est impossible de... Et toi, tu arrivais à emmener les investisseurs avec ce genre d'histoire, du coup, à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y avait souvent, du coup, j'imagine, ce genre de scénario qui se produisait, quoi. Ah oui, oui. Moi, j'étais assez spécialiste pour acheter un truc et ça perdait 50%. Le mois d'après. Pas tout le temps, j'exagère un peu, hein. Mais ça arrivait relativement souvent. Et donc les gens te suivaient, donc tu avais ta lettre. Oui, parce qu'après, tu as la moyenne aussi. C'est pas tout qui du coup, perd, à un moment donné, les anciens compensaient plus, etc. C'est une image aussi, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, tu achètes un truc, ça monte, etc. Parce que tu as vu, tu sais qu'il y a ce qu'on appelait un catalyste. Tu sais que le catalyste, c'est aujourd'hui, tu vois. Bon, mais ça arrive très rarement. Ce qui est très important, aussi, c'est un des grands principes de l'investissement que j'ai appris dans Buffett, et ça paraît du bon sens, mais à l'époque, c'était pas évident, c'est que une notion parmi les plus faciles, en théorie, mais les plus difficiles en fait en réalité, pour avoir un avantage compétitif, c'est de se positionner dans le long terme. Voilà. Et c'est vrai que, moi je me souviens, quand j'ai commencé à la bourse, il fallait gagner tout de suite. Et c'est pour ça qu'on perdait tout de suite. Tous ceux qui arrivaient à la bourse, ils commençaient par perdre. C'était un espèce d'adage boursier, c'est que toute personne commençant à travailler à la bourse, elle perdait ses 3 premiers mois de salaire quasiment la première semaine. Pourquoi ? Parce qu'on était obsédé par le court terme. Donc les gens, à l'époque, ils pouvaient faire du levier très facilement. C'était très facile de faire du levier, t'acheter, je ne sais plus comment ça s'appelait, à terme, c'est un truc comme ça. Et donc, j'ai une super idée, tiens, j'ai 100 francs, je vais en acheter pour 300. Et puis le truc perdait 30% et tu perdais tout. Voilà. Donc on était vraiment focalisé là-dessus. Alors qu'en fait, un truc c'est pas simple, mais c'est plus facile d'avoir une bonne idée à long terme qu'à court terme. Pourquoi ? Parce que là, si tu prends 100 personnes et tu dis, voilà, je vais faire une idée, j'ai une idée, là, je vais gagner demain, tout le monde va le faire. Donc tout le monde va rechercher l'idée pour gagner demain. Si tu dis, bon, alors là, j'ai une idée, beaucoup travaillé, c'est quand même un peu risqué, on va gagner en 7 ans. La plupart des gens disent, attends, non, moi, j'ai pas le temps, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, du coup, il y aura Je réduis la compétition. Oui, tu peux te retrouver tout seul. Et puis en plus, tu évites la volatilité ou la mauvaise nouvelle du lendemain ou un truc, l'élection de Mitterrand. Je pense que c'est hyper important, on l'a déjà dit, mais encore aujourd'hui, on a toujours ce biais très court-termiste quand on pense à la bourse. Il suffit de se connecter sur n'importe quelle plateforme de trading et on voit le truc qui clignote, t'en as parlé. Quel est l'autre truc qui clignote ? C'est les secondes. C'est-à-dire que ça nous rappelle le temps court, les signaux, disons,
de performance de la bourse nous rappelle le temps court. Donc émotionnellement, quand on démarre en bourse, je pense que ce soit les investisseurs privés ou les professionnels, on fait tous un peu ces erreurs de justement suivre ce chronomètre trompeur qui est celui du temps court. Donc il faut commencer par perdre un peu d'argent, malheureusement, souvent pour s'éduquer au temps long. Et moi, ce que je remarque sur des privés, c'est que tu vois, ils vont se dégoûter de la bourse en y allant sur du temps court, et ensuite ils vont perdre énormément d'argent en y retournant beaucoup trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est exactement, là tu me décris, c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, et moi aussi, tu vois. J'ai tout perdu alors je crois que c'était en 87, il y a eu un énorme krach boursier. Ça m'a un peu écœuré. Et donc après, j'y suis allé très graduellement. Alors c'était mon métier, donc mais je me suis pas plongé dedans. Toi, en plus, j'avais ce problème de compréhension, de formation que j'arrivais sincèrement pas à trouver. Mais effectivement, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver confiance. Et c'est ça. Et donc, je dirais qu'un des grands principes de l'investissement, il faut en fait se mettre dans une situation psychologique pas évidente en disant j'oublie, c'est-à-dire que je mets de l'argent de côté et c'est terminé, il n'existe plus. C'est comme si je l'avais perdu. Okay, et pour faire ça, il faut se dire il faut vraiment pas en avoir besoin, quoi. Et donc il faut le mettre de côté pendant au moins 10 ans. Donc l'acte premier de l'investissement, mais là c'est pour tout le monde, c'est l'épargne. C'est un truc très important dans la vie, parce que c'est pas un truc de gros sous, d'avare, ou pas du tout. C'est que quelqu'un qui n'a pas d'épargne, c'est une vie extrêmement stressante. Tu ne peux pas prendre de risques. Comment tu peux prendre de risques si tu n'as pas d'épargne? Tu peux pas... par exemple, tu ne vas pas changer de job. Tu vas pas prendre... Tu vois, si tu changes de job, c'est risqué. Ça peut ne pas aller dans le suivant. Toi. Si tu n'as aucune épargne, c'est compliqué de le faire. Tu ne peux pas monter une entreprise. Il y a un certain nombre de risques que tu ne peux pas prendre. Je parle pour les gens normaux, parce qu'après, tu as toujours des gars qui sont... Non, et puis tu n'as pas le temps long. Enfin, en fait, d'ailleurs, souvent on dit ça, c'est effectivement la première étape, c'est quel est mon fonds de sécurité, et après, en fonction de ta vie, est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants, des charges, etc. Tant que tu n'as pas ce fonds de sécurité, tu ne peux pas investir vraiment, en tout cas, tu ne peux pas prendre de volatilité, parce que tu n'as pas les moyens, en fait. Exactement. Et donc, pour moi, c'est aussi très important la notion de risque. Si tu n'as rien, forcément, ça va être... mais que tu n'as rien, mais tu as quand même un train de vie, ça va être plus dur de prendre des risques. Voilà, donc il faut être vraiment tête brûlée, quoi. Il faut être vraiment tête brûlée. Ouais, c'est des généralités, ce que je dis, mais finalement, en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui comprennent. Et que finalement, moi, c'est un peu un discours de prudence que je tiens, mais c'est vrai que le fait, par exemple, de ne pas avoir un niveau de vie trop élevé, c'est un facteur de réussite extrêmement important. Parce que du coup, ça te permet de prendre des risques. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs, je l'ai fait moi-même, mais de manière très artisanale, et je ne considère pas que j'ai pris des risques énormes, mais enfin, quand même, c'est vrai, quand j'ai monté mon entreprise, c'était quand même évidemment risqué, mais c'est quand même très très dur. Les gens qui montent une entreprise, il y a souvent beaucoup de souffrance. Même le gars qui a super bien réussi, en fait, si tu lui demandes, tu creuses et il va te dire qu'en fait, il était peut-être pas au bord du suicide, mais de grosses déprimes plusieurs fois, quoi. Dans sa vie. Donc, évidemment, plus tu es prudent, plus tu as une capacité d'épargne, plus tu vas pouvoir prendre ce chemin. Et pas forcément monter Amazon, mais simplement passer de l'entreprise A à l'entreprise B en prenant un risque. Donc, voilà, c'est une philosophie, je pense, importante. C'est ton métier. Hein. L'épargne, c'est un sujet majeur, quoi. Mais
effectivement, il faut être dans le temps long et être capable de dire... Enfin, le premier pas, c'est de dire, OK, j'investis à 10 ans. Quoi. Sinon, je fais du monétaire ou du taux court. Voilà. Mais ok, ça m'intéresse pas mal et ça me rappelle aussi, et du coup moi je t'ai découvert dans la martingale, ça m'avait pas mal frappé, parce que souvent les investisseurs, quand on les interroge, ils vont entrer dans assez micro de leur quotidien d'investisseur et dans l'analyse de ce qu'ils vont rechercher, tel ou tel critère dans les boîtes, etc. Et toi, tu avais eu cet aspect justement que tu es en train d'amener là, qui est plutôt assez comportemental, presque de la gestion de patrimoine en fait. À certains égards, et ça m'avait pas mal interpellé que ces sujets-là t'intéressent. Et ça m'a moi-même fait me questionner. Donc, le schéma que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est un schéma que j'ai observé chez moi et chez plein d'autres investisseurs, donc qui est assez courant. Et du coup, je me suis aussi intéressé un peu sur tes conseils à justement cette psychologie de l'argent. Il y a d'ailleurs un livre en anglais, Psychology of Money, que tu avais recommandé, que j'ai lu, qui aborde un peu toutes ces questions. Je pense que, enfin, c'est quoi la part selon toi, après je te dirais peut-être ma vue, mais de cette psychologie et finalement de la discipline ou non, et tu en as pas mal parlé en fil rouge de la discipline qu'on va avoir dans notre réussite financière. Oui. Bah, je dirais que pour une personne dont c'est pas le métier, c'est 100%. Parce que le reste... Mais c'est incroyable. Parce que imagine, c'est incroyable que toi tu te poses pas la question. Ah, oui. Imagine le temps que les gens passent à regarder le reste par rapport au fait de finalement s'appliquer une discipline. Et quand j'écoute ton parcours d'investisseur, à travers Warren Buffett, ce que tu as appris, c'est une discipline presque, plus qu'une martingale. Il y a un truc très important dans l'investissement, mais dans la vie, il y a énormément de parallèles. C'est très important de savoir ce qu'on comprend. Parce qu'évidemment, si tu sais exactement ce que tu comprends, bah là, tu sais que tu vas avoir raison, tu vois. Bah en fait, souvent, même des fois, tu penses que tu as compris. Bien sûr, la plupart d'entre nous, on pense qu'on a compris. En fait, on n'a pas compris. Tout le monde. Et moi, le premier. Mais quand même, avoir une bonne conscience de ça et une bonne conscience de dire, là, oui, là, quand même, j'ai peut-être compris, là, tu vois. Ou dire au contraire, non, là, non seulement j'ai pas compris, mais en plus, ça ne sert à rien, c'est ça qui est important. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre, parce que tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas maîtriser. Ce n'est pas la peine de réfléchir à tel sujet pendant des heures. Et en fait, tu t'aperçois que les sujets, justement, qui sont le moins maîtrisables, c'est ça dont les gens parlent le plus. Par exemple, on parle beaucoup plus d'économie que de bourse, tu vois. Quand tu allumes la radio, les prévisions économiques, les prévisions économiques, les mecs se trompent quasiment tout le temps. Donc, résultat, c'est pas tellement la peine de passer du temps à ça. En économie, il y a quand même des grands trends que tu peux voir. Mais ça va pas tellement t'avancer. Je veux dire, ça va pas te permettre de savoir s'il faut investir en bourse ou non. Non, mais c'est bien pour le marketing. Voilà, mais bon. Ça peut aider quand même, ça peut aider sur certains trends, ça peut aider. Mais voilà, donc des sujets comme ça, c'est pas la peine de perdre son temps. Et déjà de savoir faire cette analyse, de dire, et ça c'est chacun perso, c'est moi, ça je peux comprendre. Okay, donc de savoir investir là-dessus, et à partir de là, de prendre ces décisions. Mais ça, c'est un investissement de vie, quoi. Tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, il vaut mieux qu'il investisse son temps pour être le meilleur dans son métier que de lire des trucs qui servent à rien ou qui va pas maîtriser. Le truc important en bourse, savoir ce que tu comprends, c'est pas évident. Je sais pas s'il y a une méthode, c'est du bon sens, hein, souvent. Savoir ce que tu comprends et faire ce que tu comprends, du coup, voilà. Ensuite. Un point important, c'est après, effectivement, bon, pour une démarche un peu plus professionnelle, c'est de savoir quelle entreprise lesquelles vont t'intéresser, comment tu fais pour choisir telle ou telle entreprise. Ça, effectivement, pour un particulier, c'est plus dur, mais Nous, on a tendance à dire que justement, pour un particulier, si tu as un full-time job, si tu as un métier à côté, c'est quasiment impossible. Oui. Même pour nous,
c'est déjà une mission difficile. Oui. Et on a plutôt tendance à, justement, au contraire, s'appuyer sur des gérants dont c'est le métier et qui, eux, vont connaître les sociétés. Et si jamais on choisit d'aller sur des indices sur lesquels la surperformance est quasiment jamais réalisée, alors on préfère acheter les indices que d'acheter la gestion active. Je ne sais pas ce que tu penses de cette approche, mais... Oui, tout à fait. C'est une approche qui est valable. Moi, j'ai une approche différente, c'est que... Mais je comprends qu'elle ne soit pas toujours partagée. C'est de dire que, en fait, un indice, moi, je ne sais pas ce que c'est. Là, typiquement, on est dans le bout de papier. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans un indice. Je ne peux pas acheter un indice, moi. Pourquoi ? Parce que précisément, je ne comprends pas. Et donc, je préfère acheter toujours soit des actions, soit un fonds qui est géré par un gars qui va bien m'expliquer ce qu'il fait. Et là, je vais être beaucoup moins sensible aux variations de cours. Parce que si ça baisse ou si ça monte, je vais plus comprendre, je sais ce qu'il y a dedans, je vais pouvoir lire, tu vois, avoir un indice, bon, à part le fait que ça a pris 3% ou que ça a baissé de 2%, je ne sais pas moi. Donc c'est pour ça que moi ça ne me va pas, mais à la limite ça c'est du marketing personnel. Hein. C'est chacun... Non mais c'est intéressant. La première section c'est sous-coté ou sur-coté. Donc je te donne un nom ou une thématique, tu vas me dire si tu trouves que cette thématique est soit sous-cotée ou cette personne, et soit sous-cotée, soit sur-cotée. Donc sous-coté, sur-coté. Ouais. Le private equity. Sur-coté. Warren Buffett. Toujours sous-coté, forcément. Toujours. Les ETF. On le cotera jamais assez haut. Assez haut. Les ETF. Surcoté. Cyril Carrière. Sous-coté. Ouais. Ah, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Il faut y aller. Ok. Et les biais comportementaux. Ah bah oui, c'est toujours un peu sous-coté. Bah, si c'est 100% de notre performance, c'est sous-coté. Hein. Oui, c'est tellement important. Ouais. Ok, merci. Et donc maintenant, comme je te disais, ça s'appelle Fast and Finance, c'est blanc ou noir. Ouais. Donc, equity ou crédit? Equity ou crédit? Bah oui, equity. Public ou private? Private. Small ou large? Small. Beautiful. Et sextant ou GPS? Et le sextant, c'est beaucoup plus amusant. Depuis ce que c'est que le sextant, du coup. Oui. Le GPS, en fait, ça te permet de savoir très précisément où tu es. Le sextant, c'est un instrument qui permet de mesurer la hauteur des astres sur l'horizon, l'angle. Voilà, donc les étoiles, la Lune, le Soleil. Et donc ça permettait aux navigateurs de savoir à peu près où ils étaient. Et c'était le nom du coup de ton premier fonds, Sextant. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc peut-être un parallèle intéressant avec les marchés financiers aussi, où on prend finalement des hypothèses, on dessine une direction. Exactement. Et on voit comment ça se passe. Exactement, et on essaie d'avoir une idée de la valeur d'une entreprise, mais c'est impossible, on ne saura jamais précisément combien vaut une entreprise, c'est pas possible. Okay. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour être un bon investisseur, de toute façon, il faut comprendre un peu la société et il faut savoir où on se place. Donc, c'est pas étonnant que tu aies des avis sur tous ces sujets-là. Et moi, en tout cas, ça m'a passionné. Mais pour revenir du coup aussi au cœur du sujet du jour et ce pourquoi les gens viennent regarder La Forge, c'est-à-dire l'investissement, j'aimerais qu'on reparle un petit peu des principes d'investissement et plus spécifiquement des principes comportementaux d'investissement. Avec ce livre un peu fil rouge, Psychology of Money, encore une fois, de Morgan Housel, que j'avais lu sur les conseils de François dans la martingale. Peut-être revenir sur les ETF, on en a parlé un peu en off. Moi, ce que je te disais, c'est ce qui m'avait frappé, c'est qu'il disait finalement, si on regarde la performance long terme des marchés financiers et des grands indices que tu n'aimes pas, ce qui fait la performance, c'est comme dans un portefeuille de VC, c'est-à-dire d'investisseurs en start-up, c'est les top performers. C'est la locomotive en fait qui génère la performance de l'indice. Et en fait, en investissant dans l'indice, tu fais le choix du coup d'être sûr de capter ces top performers. Bien sûr. Donc,
toi qui n'aimes pas les indices, qu'est-ce que tu opposes à ça finalement sur cette partie? Non, mais c'est pas que j'aime pas les indices, c'est que je comprends pas, parce que mais il faudrait peut-être que je travaille plus ce sujet, mais un indice, c'est une espèce de truc comme ça qui monte, qui baisse, mais il n'y a pas de cash flow, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de recherche et développement, il n'y a pas de management, tu vois, donc c'est plus abstrait, c'est peut-être trop abstrait pour moi. Moi, j'aime bien les trucs un peu concrets, mais très bien, investir dans les indices, c'est aussi une très bonne méthode. Moi, j'aime bien l'entreprise aussi. Je suis fasciné par les entrepreneurs, par le travail aussi des hommes. Moi, tu me fais rencontrer quasiment n'importe qui, je vais être passionné par son travail, tu vois, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans n'importe quel job. Pour moi, les indices, c'est un peu trop abstrait. Oui, c'est plus un goût personnel qu'une stratégie d'investissement en l'occurrence. Oui, j'ai besoin d'être motivé par du concret, de voir des vrais gens, des vrais produits. Et j'avoue que j'arrive pas à voir ça à travers d'un indice. Donc, mais c'est assez psycho, hein, je veux dire. En tout cas, c'est un sujet très à la mode, notamment chez les jeunes investisseurs. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que ce qu'ils ont compris, en tout cas à travers les indices et l'investissement dans les indices, et la crypto a beaucoup aidé là-dessus. C'est-à-dire que tu vois, le crash dont on parlait tout à l'heure dans le début de ta carrière d'investisseur, beaucoup de nos clients investisseurs les plus jeunes, ils crashent d'abord en crypto. C'est là qu'ils apprennent du coup la volatilité et ensuite ils viennent nous voir, ils sont déjà un peu vaccinés. Et justement, les indices, pour eux, c'est leur manière de dire j'essaye pas d'être plus malin que le voisin. Et c'est ma manière de capter les intérêts qu'on peut. Bien sûr, bien sûr. Que je trouve assez intéressant. Maintenant, il y a effectivement des stratégies, typiquement de protection du capital ou vraiment de surperformance, on va y revenir après peut-être, où la gestion active a quand même tout son sens, y compris statistiquement. Oui, tout à fait. Un truc très important, on l'a déjà parlé dans l'investissement, c'est déjà de faire ça sur le très long terme, d'être à l'aise. La personne qui est à l'aise avec l'investissement sur des indices, très bien, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut rester dans la durée. Et je dis, moi personnellement, mais je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de gens, c'est que le risque des indices, c'est d'être trop impressionné par le prix qui est la seule chose qu'on voit finalement. Et donc le jour où ça baisse, oula, ça baisse, je vends. Voilà. De toute façon, c'est un réflexe sur tout. Hein. Sur les actions aussi, hein, tout le monde fait pareil. Moi, le premier, si j'ai pas une conviction très forte, je suis sûr d'acheter au plus haut et de vendre au plus bas. Hein. Il faut que la conviction dépasse l'émotion. Voilà, il faut qu'il y ait une conviction. Donc voilà, il y a des gens qui l'ont sur les indices, très bien. Moi, je l'ai sur soit sur des sociétés, soit sur des fonds, avec derrière des fund managers où je comprends ce qu'ils font, ils peuvent me l'expliquer, je peux le comprendre, et j'ai des points de repère qui me rassurent. Ok. Et peut-être un chapitre, moi, finalement, que je trouve assez intéressant dans le livre, il commence d'ailleurs par ça, c'est « No one is crazy ». Ça, je trouvais ça assez intéressant parce que je trouve que tout le monde a tendance à présumer que c'est naturel d'être rationnel en matière d'investissement et d'argent, alors que personne ne l'est. Et ça, je trouve ça assez drôle, assez drôle. Faut prendre un peu de distance, mais tellement vrai. Et honnêtement, ça s'applique très bien à mon cas personnel. Donc, d'ailleurs, j'étais investisseur professionnel quand j'ai commencé, puis maintenant je conseille des gens sur l'argent, et pourtant j'ai fait pas mal d'erreurs sur mes propres économies. Donc ça m'a pas mal parlé, justement, cette absurdité parfois qu'il peut y avoir. Toi, comment tu as appréhendé un peu cette partie-là, et est-ce que tu souscris à tout ça? Oui, je veux dire, c'est un truc que tu peux pas juger. Il y a des gens qui aiment vivre au jour le jour, qui vont dépenser. Tout a une certaine rationalité, tu vois. Le gars qui vit au-dessus de ses moyens, tu peux dire, oui, au moins, il s'est éclaté, quoi. Tu peux dire aussi, puisqu'il vit au-dessus de ses moyens, ça l'oblige à se dépasser, à beaucoup travailler. Tu vois, il est toujours en tension pour arriver peut-être à quelque chose de... Et c'est sûrement lié à son histoire personnelle, à plein de choses. Mais est-ce que c'est lui qui a raison Voilà, non, je pense que personne n'a raison. En revanche, oui, c'est perso. Moi, je trouve pas que c'est une très bonne idée, parce que ça peut aussi se terminer mal.
Mais voilà, puis à l'inverse, il y a des gars qui vont économiser comme des dingues toute leur vie, et puis qui vont quasiment voilà, faire que épargner, avoir des vies extrêmement modestes, ou peut-être on a l'impression qu'ils ne s'amusent pas beaucoup, qu'ils n'en profitent pas et tout. Ok, bah voilà, et si le gars, ça lui fait plaisir, et s'il est heureux comme ça, tu regardes la vie de Warren Buffett, pour la plupart d'entre nous, c'est pas très sexy. Hein. Il passe sa vie dans un bureau, à lire des trucs qui sont globalement pas hyper fun. Hein. Voilà, et qui fait pas de sport, il est incapable d'apprécier cuisine. Il a été invité par le patron de Sony à une époque, enfin le fondateur de Sony, dans son appart à New York avec un chef qui faisait les meilleurs sushis du monde. Il a mangé un sushi, il a dit non, je peux pas, il faut aller me chercher envoyez-moi un burger. Un burger. Ouais. Ah, dommage. Dommage. Non, ce que je trouve intéressant, c'est plus une fois que tu t'es dit, je trouve que une fois que tu t'as posé le personne est fou, tu te dis quel est du coup mon biais personnel et comment je le déconstruis. Et je trouve ça assez intéressant quand tu démarres et que tu te poses ces questions et tu te dis moi j'ai un biais, voilà, peut-être je suis dépensier, peut-être je suis pas dépensier, peut-être que j'ai une appétence trop forte au risque. Ok, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et est-ce que je suis OK avec ce biais? C'est ça, voilà. C'est surtout ça. Est-ce que je suis OK avec? Est-ce que je vais bien vivre? Ou est-ce que je peux faire mieux ou pas mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 99%, tu vas avoir un biais ou des biais comportementaux. Et je trouve que ça vaut le coup de se poser cette question-là quand tu démarres en tant qu'investisseur. Désolé, je me fais plaisir du coup sur cette partie-là. T'as raison, c'est hyper important. Et ça se retrouve, par exemple, je sais pas, tu peux dire, ça se retrouve dans les jeux, par exemple, la manière de jouer au poker. Moi, je suis très mauvais au poker et j'ai très peu joué. Il y a des liens avec l'investissement et avec l'épargne. On retrouve effectivement des traits comportementaux assez nets. Ouais. On a pu échanger sur plein d'éléments de ta carrière et c'est top parce qu'on a pu, au travers de ta carrière, parler aussi du coup de tes principes d'investissement, de tout ça. Peut-être du coup cette dernière ou de la plus récente étape de ta carrière qui est Lonvia. Déjà, pourquoi tu t'es relancé dans un défi comme ça aussi disons, entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui justifie cette prise de risque déjà? Écoute, d'abord, effectivement, l'entreprise, c'est passionnant. Ensuite, c'est né de cette rencontre avec Cyril Carrière. Je crois que c'était en 2017. J'ai vraiment rencontré Cyril et j'étais très impressionné par son discours, par ses méthodes, par sa vision à long terme, par sa connaissance des entreprises. Et je me suis toujours dit, tiens, voilà, c'est un gars, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Ce qui m'a impressionné, c'est que quand je parlais du début de ma carrière, où j'ai essayé de comprendre, j'ai toujours été fasciné par les boîtes de forte croissance. Parce que c'est la spécificité de Lonvia, justement, c'est d'investir dans les small et mid, c'est plutôt les boîtes justement à forte croissance. Voilà, les boîtes de croissance, boîtes de très grande qualité, avec beaucoup de croissance et une bonne visibilité, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, à long terme. Donc forcément, ce sont des boîtes chères. Ces boîtes-là, tu ne vas pas les payer 10 fois le PE, quoi. C'est plutôt 30 ou 40, voire plus. Et donc, c'est une vraie spécificité, c'est un vrai savoir-faire. C'est là où tu vas avoir les retours sur investissement les plus importants. Okay, si tu veux faire... J'ai quelques chiffres qui me viennent de Lonvia Capital. Tu les approuves Tu les approuves du coup? Bien sûr. Donc juste pour donner un ordre de grandeur, l'indice Small Cap depuis fin 2000, donc le MSCI Euro Small Cap, c'est plus 400% depuis 2000. Et si je compare au MSCI Europe Mid Cap, c'est plus 195%. Et Large Cap, 125%. Donc en gros, pour faire très très simple, vous feriez 4 fois plus en investissement dans un indice Small Cap sans aucune surperformance par rapport à l'indice. En commençant en quelle année? En fin 2000. Fin 2000, d'accord. Contrairement à ce qui est fait, par exemple, à beaucoup de comparaisons qui sont faites sur le MSCI World, sur les small cap, l'alpha moyen généré par la gestion active est de plus 2%. Oui. Voilà. Donc ça, c'est depuis 31-12-98. Voilà, c'est ça. Assez intéressant aussi. Voilà. Mais attention, avec une plus forte volatilité. On a 20% de vol là. Sur 20% de vol, et tu vois, quand tu compares au large, bah, tu n'as entre guillemets que 16% de vol. Donc effectivement, tu as une plus forte volatilité,
mais je trouve que c'est pas par rapport à oui, j'aurais dit que c'est plus que ça. Ouais, tu vois, par rapport à l'écart de performance, c'est oui. Ouais, ça paraît acceptable comme vol. Il y a beaucoup plus de volatilité parce qu'il y a aussi des problèmes de liquidité et puis de mode. Et il y a aussi beaucoup plus alors, et plus tu vas vers les boîtes de croissance, plus tu as de volatilité parce que ce sont des sociétés qui ont forcément des multiples de valorisation plus élevés. Et donc, c'est juste de la physique, ça peut baisser plus bas, quoi. Si tu as une boîte qui vaut, je sais pas, sa trésorerie à la banque, bon, bah, quand même, il y a peu de chances que ça vaille beaucoup moins que ça. Donc, ce sera forcément moins volatile. En revanche, bah, à la hausse, si c'est une boîte qui vaut sa trésorerie, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment de capacité d'opportunité d'investissement intéressante. Voilà. Donc, elle ne pourra pas réinvestir son cash de manière intéressante. Et donc, elle ne va pas non plus offrir des returns, des retours sur investissement intéressants. C'est mathématique. Voilà. Donc, et c'est là-dessus que tu peux avoir les meilleurs résultats. Moi, j'étais plutôt considéré comme un investisseur value, parce que j'essayais d'acheter des boîtes pas chères. Mais en réalité, sur une seule valeur qui était une boîte de croissance qui a été, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été très vite très chère en fait, parce que elle avait des ratios extrêmement élevés, et toujours, pendant plusieurs années, bah, j'ai gagné plus avec cette valeur-là qu'avec tout le reste réuni. Donc, bah, tu vois bien qu'il y a un truc quand même. Ah oui, c'est incroyable. Oui, c'était pas un exemple au hasard. Non. Et donc, mais effectivement, il fallait avoir des principes, une philosophie pour la garder. Donc, j'ai essayé de me la construire moi-même parce que j'avais pas trouvé d'infos là-dessus ou de maître entre guillemets un gars qui m'apprenne. Voilà, moi je m'étais créé moi-même des espèces de théorèmes. Le truc le plus important pour moi, c'était de dire qu'avec les bons managers, il y avait toujours des bonnes surprises. Et donc, ce qui voulait dire que pour une boîte avec des managers exceptionnels comme l'était cette société, bah, on savait qu'ils allaient faire des choses qui n'étaient pas prévues, forcément, puisque tu t'y attends pas. Donc, ça ne pouvait pas être dans la valo. Donc, tu pouvais jamais dire que la société était trop chère, puisque tu savais jamais ce qu'ils allaient faire. Ouais, disons que c'est un sacré stretch par rapport à du value comme mode d'analyse. Oui, mais les boîtes de croissance, c'est ça en fait. Les boîtes de croissance, c'est pour ça que la bourse et les actions, c'est formidable. C'est que tu as quand même un vent derrière toi et c'est quoi ce vent portant? Tu es co-actionnaire avec des gars qui sont super brillants et qui tous les matins, ils se réveillent en se disant mais je vais trouver des solutions, je vais trouver des idées, je vais optimiser, je vais réduire mes coûts, je vais faire de la R&D, je vais découvrir ci, je vais découvrir ça. Et ces gars-là, ils travaillent avec toi. Donc, si tu achètes une boîte, une obligue, bah, il n'y a personne. C'est juste des taux et puis tu sais ce que tu vas gagner. Hein. Des fois même ça, tu peux avoir des problèmes. Mais bon, c'est très bien des obligues. Hein. Faut trouver des gens solvables. Voilà, faut trouver des gens solvables. Mais c'est ça qui est formidable avec les boîtes de croissance. Et en fait, les boîtes de croissance aujourd'hui, elles sont portées par un certain nombre de facteurs. Aujourd'hui, une société qui a un produit intéressant, qui a une technologie supérieure, elle va pouvoir le démultiplier, mais 10 fois plus vite qu'avant, et de plus en plus vite, grâce à Internet, grâce au système d'information qui fonctionne de mieux en mieux, grâce au fait que tu puisses aller faire du business beaucoup plus facilement à l'international et dans des centaines de pays qu'avant. Donc ça, c'est une des premières choses. Mais tu as aussi, t'as
tas d'autres facteurs. Par exemple, le recrutement. Une boîte, c'est des gens, essentiellement. Donc une société de qualité, c'est extrêmement important qu'elle puisse recruter les meilleurs. Bon, imagine une société il y a 50 ans, une petite boîte. Comment elle fait pour recruter les meilleurs? Super dur. Personne ne la connaît, elle n'a pas le moyen de diffuser l'information. Aujourd'hui, c'est des boîtes qui ont une capacité à capter les meilleurs de plus en plus forte. Alors, il y a des tas de boîtes que nous, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas spécialiste, mais si tu travailles dans, je sais pas, la transplantation d'organes, tu connais le leader mondial du secteur, tu vas le connaître et tu vas avoir envie de bosser avec eux. Et surtout, les talents aujourd'hui, comme ils savent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les boîtes peuvent plus vite arriver à maturité et avoir un impact sur leur marché, les talents, ils veulent avoir un impact. Voilà. Et donc, ils font aussi plus le pari des startups ou des jeunes sociétés ou des sociétés en croissance que ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'avant, si on voulait avoir un impact, dans les années 90, il fallait bosser pour une multinationale. Exactement, oui, parce que c'est les gens qui avaient le pouvoir, c'est les gens qui avaient de l'impact, qui avaient les capitaux. Aujourd'hui, alors en ce moment, lever des capitaux, c'est pas évident, mais ça existe toujours. Quand même, il y a un marché du capital qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus efficace qu'avant. Donc les boîtes de croissance, elles peuvent déployer leur business beaucoup plus facilement qu'avant. Et tu as un dernier élément qui arrive en ce moment, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle, c'est un outil incroyable pour les boîtes de croissance. Tu prends une société de logiciels, par exemple. Une société de logiciels, aujourd'hui, un gars qui fait bien un bon programmeur, il va se servir de l'intelligence artificielle qui va faire 90% de son job. Donc ça veut dire que la productivité de ces boîtes va exploser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont virer tout le monde, pas du tout. Mais elles vont peut-être juste aller beaucoup plus vite, quoi. Elles vont aller beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus intéressant aussi pour les parce qu'il y a des lignes de code, bon, c'est pas très drôle, quoi. Je veux dire, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, voilà, il y a un certain nombre de... Je pense que pour les boîtes de technologie, il va y avoir une accélération. Bon, là, c'est un peu une digression, mais je pense que c'est aussi un espoir, parce qu'on a peur de l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça fait un peu peur. Tu veux dire, n'importe qui pourrait se dire, je vais perdre mon job. Moi, peut-être. Peut-être des robots qui vont... investir et sûrement mieux que ce que je fais. Moi, ce que je me suis dit récemment, c'est que si tu considères que 100%, ou en tout cas, moi je disais 80% à la statistique de tout à l'heure, mais disons de la performance financière est liée à notre comportement ou à nos biais comportementaux, je pense que le fait d'avoir des géants et du conseil a encore un bel avenir, parce que pour traiter justement le biais humain entre la décision d'investir et l'investisseur, que ce soit en particulier ou en institutionnel, parce que l'institutionnel qui appuie sur le bouton, c'est un humain quand même, ça a encore de beaux jours devant eux. Mais bon, ça, c'est aussi une digression. Mais je peux te donner un exemple, par exemple, d'un truc où c'est plus facile d'avoir une perspective sur le long terme que sur le court terme. L'intelligence artificielle. Sur le court terme, est-ce que c'est bien pour l'humanité? Tu as des tas de trucs, tu sais pas, tu peux faire des armes, on va peut-être tous perdre notre travail, il y aura peut-être Elon Musk dans un bureau qui sera maître du monde et on sera un peu, tu vois, genre Terminator, quoi, avec Skynet qui gère tout et puis qui tue tout le monde. Mais ok, ça c'est à court terme, c'est pas ce qui se passe. Mais si tu regardes à long terme, la population mondiale, c'est quasiment certain, elle va fortement baisser. C'est pas quasiment certain, mais il y a quand même une forte probabilité qu'elle baisse. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans la plupart des pays, et plus les gens sont riches, plus ils sont éduqués, moins ils ont d'enfants. Okay?
Bah, ça peut même faire peur tellement, parce qu'il y a des pays où il n'y en a plus quasiment d'enfants. Donc, surtout en Russie, en Ukraine, qui sont en train de s'entretuer, ils sont vraiment cons parce qu'ils font plus de gamins. Donc déjà, il n'y a plus de jeunes et ils sont en train de les... Il n'y a pas de prod et ils tuent le stock. Et ils tuent le stock, c'est affreux, c'est une tristesse infinie. Mais bon, donc, la population... D'accord, elle va continuer à monter un peu, là. C'est quoi, c'est 2100, c'est ça, je sais pas, mais quand je te dis à long terme, là, c'est pas 7 ans, là, c'est 200... Oui, j'avais vu des études, je sais pas si c'est McKinsey ou Goldman, ou je ne sais plus. Mais ça va aller assez vite. Si les gens, ils ont entre 1 et 2 gamins par personne, et tu regardes les femmes aujourd'hui, elles n'ont pas envie d'avoir 5 enfants par femme. Toi, lorsque tu leur laisses la liberté, ça se passe comme ça. Hein. Donc, a priori, c'est un trend qui est... Donc, si tu as moins de gens, forcément, il va falloir de plus en plus améliorer la productivité très fortement, avec des robots dans tous les sens. Enfin, c'est quasiment obligatoire, parce que sinon... moi ou mes enfants ou mes petits-enfants, il y aura, quand ils auront 120 ans, parce qu'ils vont vivre de plus en plus longtemps, il n'y aura plus personne pour s'en occuper. Tu vois, donc il va falloir qu'il y ait des chauffeurs de camions en moins, des caissières en moins, pour pouvoir, parce qu'il y aura d'autres, on aura d'autres besoins. Voilà. Donc, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est un très grand espoir. Après, je ne suis pas un spécialiste, peut-être que ça va provoquer la Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas, mais bon. Ouais. Parce que je préfère la vision optimiste d'un investisseur que la vision... Moi aussi, oui. Et du coup, peut-être, pour conclure un petit peu cette partie small cap et l'histoire Lonvia, déjà, est-ce que c'est un bon moment pour s'y intéresser ou est-ce que pas du tout? Alors, c'est un très bon moment c'est en théorie quasiment évident, mais non, c'est pas forcément, ça peut être un peu contre-intuitif, parce que ce sont des stratégies qui ont très largement sous-performé depuis 1 an ou 2. Voilà. Pourquoi? Parce que les valorisations ont peut-être été un peu excessives, avec des taux d'intérêt qui étaient proches de zéro. Voilà. Donc, moi j'ai une théorie sur, peut-être pour vous, je ne sais pas, ou pour des gérants de fonds ou pour des acheteurs de fonds, c'est qu'en fait, tu commences à définir un ensemble de très bons gérants. Tu dis, voilà, tu prends, je sais pas, 10 personnes, et tu dis, ça, c'est très très bons gérants, et je dis qu'en théorie, ils vont faire tous la même perf sur les 20 prochaines années. Okay, totalement théorique, hein, évidemment. Mais je ne sais pas, en fait, quel va être le meilleur, mais bon, je dis pour simplifier, ils vont tous faire une très bonne performance. Okay, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux faire des arbitrages, tu achètes celui qui a sous-performé récemment et tu vends celui qui a surperformé récemment. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est un fait, hein, c'est que plus tu surperformes les indices, plus tu vas les sous-performer à une certaine période. Parce que ton portefeuille est décorrélé des indices, et que les indices vont... Okay. Plus le gars va faire de la surperformance, plus il va être décorrélé des indices, et donc forcément, comme c'est pas non plus un dieu vivant, il va passer en dessous et massivement. Parce qu'il ne va pas changer toute la composition de son portefeuille soudainement. Voilà. Bon, tu as quelques gars géniaux qu'on ne connaît pas, tu ne peux pas acheter leur fonds parce qu'il s'est fermé, ou il faut mettre 1 milliard, sinon ils ne te prennent pas. Bon, voilà. Mais pour les humains comme nous, les gars qui font que surperformer l'indice chaque année pendant 30 ans, ça n'existe pas. Okay, donc c'est des gens qui peuvent sous-performer massivement et pendant plusieurs années de suite. Tu as gardé tes stratégies d'arbitrage, je vois que c'est ça, on revient au point de départ. Oui, tout à fait.
Et donc voilà, tu pourrais monter un portefeuille comme ça. Bon, moi, c'est pas mon métier, il faudrait travailler le sujet, mais je trouve ça intéressant. Donc voilà, or, il se trouve que Cyril Carrière, le gérant de Lonvia, c'est quelqu'un qui, sur très longue période, a largement surperformé les indices, mais qui, depuis 2 ans, a une perf qui est pas bonne, et qui est explicable de par sa stratégie. Donc, ça déjà, simplement en regardant les évolutions de prix, c'est un bon indicateur. Après, si tu regardes en détail, moi, c'est ça qui me plaît. Parce que ça, ce que je viens de dire, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va me convaincre. Tu vois. Moi, ça, c'est tactique. Oui, c'est plutôt tactique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sociétés qui sont dans le portefeuille. Or, les sociétés qui sont dans le portefeuille, elles sont revenues à des niveaux de valorisation qui sont tout à fait intéressants. Et c'est ça qui est bien avec les boîtes de croissance. Qu'en fait, tu as deux leviers, c'est peut-être pas le bon terme, mais 2 leviers qui te permettent que les boîtes redeviennent pas chères assez vite. D'abord, ça c'est pas très intense, c'est pas très bon pour toi le porteur, mais c'est que les cours vont baisser. Ok, ça on l'a vu. Le cours a baissé, tu peux rien, ça a baissé, pop, 40%, donc beaucoup moins cher qu'avant. Mais aussi, et là c'est très dynamique et très positif, c'est que pendant ce temps-là, pendant que les cours ont baissé, les résultats, eux, ils ont monté. Et donc forcément, à ce moment-là, les multiples, ils baissent relativement rapidement. Donc, à condition que tu aies de la croissance, à condition que les boîtes délivrent. Donc tu peux acheter une boîte qui se paye, là j'exagère un peu, hein, mais tu peux acheter une boîte qui paye 100 fois les résultats, et en fait, au bout de 3-4 ans, elle va devenir pas très chère. Si elle fait 30% de croissance par an, tu reviens assez vite à des multiples intéressants. Voilà. Donc la stratégie de Cyril Carrière, c'est un spécialiste en fait en stratégie d'entreprise. Donc la première chose qui va l'intéresser, c'est de trouver des secteurs qui sont de manière structurelle en croissance. Okay, où tu dis il y a une guerre, il y a une décroissance économique, il y a je ne sais pas quoi, mais quand même la demande structurelle sera en croissance. Okay, donc ça c'est la première chose. Donc, il ne va pas s'intéresser, par exemple, je ne sais pas, il y a eu un moment une forte hausse des boîtes des éoliennes, des trucs comme ça, des boîtes dans le solaire, de l'énergie non renouvelable. Okay, en fait, en regardant les dossiers, on ne voyait pas très bien la rentabilité de ces entreprises. Et on ne voyait pas forcément ce phénomène à très long terme, justement parce qu'il y avait un manque de rentabilité. Voilà. Donc lui, un exemple pour expliquer ce qu'il fait, c'est un exemple, c'est tout ce qui est la technologie médicale. Bon, dans un certain domaine du médical, tu peux faire ce que tu veux et les gens, ils ont toujours envie de vivre. Okay, donc, il y a une société qui, un problème de mémoire, hein, c'est toujours c'est très simple à expliquer. Après, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste du médical, mais une société qui s'appelle XVivo, qui est une société suédoise. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent dans le domaine de la transplantation d'organes. Okay, donc, dans le domaine de la transplantation d'organes, pourquoi c'est un secteur de croissance ? Parce qu'en fait, il y a énormément de demandes, malheureusement. Non pourvues. Il n'y a pas d'offre. Voilà. Je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement des chiffres et sur quel organe, mais peut-être sur le cœur, par exemple. Il y a plein de pays où tu dis pas que la transplantation, les mecs, ils ont d'autres sujets. Ils meurent avant de la malaria, de l'eau sale, etc. Donc il y a une demande gigantesque. Et donc il y a cette société, c'est le leader mondial pour la transplantation sur le poumon. Okay,
Donc, si tu veux, voilà, tu peux dire la capacité de croissance, elle n'est pas infinie, mais enfin, avant que ça s'arrête, c'est x100, quoi. C'est une société qui va... là, tu as quand même une très, très, très bonne visibilité pour dire que ça va pas s'arrêter. Ils ont une avance technologique très forte, et dans la techno, souvent, on sait que le leader, il renforce son leadership chaque année, parce qu'il va mettre plus de moyens, mais aussi parce qu'il va attirer les meilleurs talents. Okay, il y a quelques barrières à l'entrée aussi sur ce genre de technicité. Ouais. Voilà, c'est une boîte qui fait une croissance de chiffre d'affaires chaque année de 20 à 30%. Et là aussi, il y a un truc que je voulais mentionner, c'est très intéressant en termes de valo. C'est une boîte qui paraît extrêmement chère. Ça paye genre 65 fois les résultats. Okay, mais ce critère, qui est un critère important pour les investisseurs, il n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une société qui investit énormément en R&D. Donc, et cette R&D va alimenter la croissance du futur, mais pas les résultats actuels. Tu vois ? Donc, ils ne peuvent pas arrêter d'investir. Okay, mais en théorie, s'ils arrêtaient d'investir, le résultat, il fait x4. Explose, ouais. Et puis, ils sont en train d'investir dans des tas dans des nouveaux organes, des nouveaux pays. Par définition, tu achètes la croissance et tu n'achètes pas le résultat, quoi. Voilà, exactement. Donc là, c'est quand même une boîte où tu peux imaginer que sans trop de difficultés, que c'est une boîte qui a un potentiel extraordinaire. Alors, évidemment qu'il y a des risques, parce que tu peux dire ah oui, mais alors demain, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une boîte chinoise qui arrive avec une meilleure techno. Oui, ok, il peut y avoir un gars qui arrive avec une meilleure techno, mais est-ce que c'est un drame ? Non, parce que le marché, il est énorme. Okay, donc, si tu as des marchés qui sont suffisamment larges, qui eux-mêmes sont en croissance, tu n'es pas obligé d'être le leader mondial pour arriver à avoir un développement incroyable. Voilà. Donc si je résume un peu tout ton propos, en fait, c'est un bon moment parce que, 1, les valos se sont écrasés, 2, c'est des boîtes, quand elles sont bien sélectionnées, qui ont quand même une croissance du résultat, ou en tout cas du chiffre d'affaires, en tout cas une tendance croissante. Donc en fait, les deux courbes se croisent et ça augmente mécaniquement. Mais les courbes, là, elles sont complètement croisées et elles sont, à mon avis, proches de l'absurde, peut-être pas, mais on a dans notre portefeuille... Pour parler d'absurde, tu sais, je t'en parlais en off tout à l'heure, ouais. Moi je vois des fonds de private equity qui m'expliquent qu'on a une idée géniale, on va faire du public to private. Oui. Ah oui. Ce que je te disais. Et ça en dit long sur l'absurdité de la situation. C'est qu'en fait, les fonds de private equity, ils ne vont pas identifier leurs cibles auprès d'entrepreneurs montants, mais ils vont aller chercher en bourse parce que les valeurs sont trop faibles. Donc, mais ça ne sert à rien. Voilà. Ça sert à rien pour un fonds de private equity d'aller prendre des risques sur des boîtes non cotées si ils peuvent trouver moins cher en bourse. Ça ne sert à rien. Moi, ce que je dis souvent, c'est que pour investir en bourse, évidemment, il faut être optimiste, mais il faut être aussi optimiste sur le fait que le marché finit toujours par être efficient. Le marché est intelligent, l'intelligence collective, l'intelligence de la masse. Et donc, on peut pas. Il y a des tas de forces de rappel. Et effectivement, le private equity, si la bourse devient pas chère, tu vas avoir des gens qui vont faire une boîte privée, qui vont faire une OPA, et tu as toujours des forces de rappel. Pour donner les ratios, je ne sais pas si ça peut si les gens sont suffisamment spécialistes pour le comprendre, c'est quand même assez simple. On a des boîtes avec un PE qui doit tourner autour de 25 fois et des taux de croissance qui sont plutôt aux alentours de 20%. Avec une très bonne visibilité à long terme. Sur des marchés donc vraiment... en 2-3 ans, tu te retrouves sur des multiples de boîtes value sur de la croissance, quoi. Voilà. Et en plus, il y a aussi une chose importante, c'est que... avec un cash flow prédictible, si je reprends ton exemple, du coup. Oui. Enfin, voilà. Prédictible. Non, mais assez prédictible. Voilà, en fait, tout est relatif. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais comme tu dis, il faut être un peu optimiste, il faut se projeter. Un truc très important aussi, c'est que les boîtes qu'on dit value, je pense qu'elles sont beaucoup plus dangereuses qu'avant, parce que le marché fait mieux son travail. Si aujourd'hui une entreprise n'est pas chère, c'est qu'elle n'est pas bonne. Le marché il est plus fort qu'avant, il est plus strict, et c'est qu'il sait qu'il y a un risque. Et effectivement, il y a un risque. C'est que la technologie, justement,
va disrupter plein de business, okay, et que justement ces boîtes techno qui oui, se payent plus cher, c'est elles qui sont en train de prendre le business de tas d'autres boîtes. Okay, donc il y a des vases communicants, quoi. Il faut faire attention. Voilà, l'exemple typique, c'est les banques. Il y a peut-être des banques quand même, qui sont quand même pas assez chères, qui sont vraiment au fond du trou et qui sont peut-être intéressantes. Mais quand même, le métier de banquier, c'est hyper risqué en ce moment. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Même si tu achètes un... Bah oui, vous êtes là. Même si tu achètes une banque, ah tiens, c'est pas cher, machin, etc., par rapport aux fonds propres, par rapport au PE, par rapport au rendement, par rapport à tout ce que tu veux. Ah oui, mais c'est des institutions, tu as des dizaines de milliers d'employés qui vont... pour le coup, eux, ils vont être disruptés par l'intelligence artificielle et par Internet et par des gens plus agiles comme vous. Donc voilà, il y a quand même un risque important. Pour les banques, par exemple, le truc que tout le monde peut comprendre, c'est Apple Pay. Apple Pay, pour les banques, c'est pas génial. Toi, tu payes encore avec une carte bleue ? Oui, de temps en temps, mais même l'expérience est plus satisfaisante. Genre, je trouve le téléphone, ouais. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça plus agréable, quoi. Oh oui, tout à fait. Déjà, il n'y a pas de code, enfin bref, tout est... Donc voilà, Apple Pay, les banques, elles gagnent. Il y en a même qui doivent quasiment être obligés de payer pour avoir le droit d'utiliser Apple Pay. Il y a un moment où Apple, il fait ce qu'il veut, quoi. Donc, il dit, vous voulez pas Apple Pay, bon bah tant pis. Okay. Si vous levez, voilà, vos marges, c'est... Et toi, tu n'iras pas dans une banque qui n'a pas Apple Pay? Il n'y a pas Apple Pay, non, désolé, moi j'ai pas. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc c'est presque, bon, là ça devient du monopole, là il faut que l'État intervienne. Ouais. Bon, on y est sur quelques grosses boîtes tech, pour le coup, on y est déjà, mais... Oui, non, il y a trop de monopoles, je pense que c'est aussi un des problèmes mais ça va changer, je pense. de l'économie aujourd'hui. Les monopoles, c'est très mauvais pour l'économie, c'est une catastrophe. Il faut être très vigilant. La société est très polarisée, mais bon, sans faire de parallèle avec tout à l'heure. Du coup, peut-être pour conclure l'épisode, même si, encore une fois, on pourrait poursuivre longtemps, est-ce que, François, peut-être un conseil d'investissement, un dernier conseil pour ceux qui nous regardent, investissez dans l'Onvia, ou tu en as un autre à donner? Investissez dans l'Onvia, tu vois, ce matin, je refaisais le point pour voir les ratios. Je me disais, attends, je vais en racheter, quoi, parce que là, c'est vraiment intéressant. Donc oui, c'est bien de se voir aujourd'hui, parce que je t'avoue que je t'aurais dit, oui, acheter de l'Onvia il y a 2 ans, et ça a perdu 40%. Toi, je veux dire, voilà. Donc, pour te dire que, en fait, à court terme, tu sais jamais. Non, bien sûr. Tout peut arriver. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit à mes clients, c'était un des premiers trucs le premier site internet que j'avais fait, quand tu appuyais sur souscrire, comment souscrire, il y avait un pop-up qui apparaissait, où il y avait écrit, attention, vous pouvez perdre 40% en 3 jours. En gros, c'était ça. Bon. Alors, on m'a dit, oui, c'est pas très commercial. Et tu sais que, parlant de biais comportementaux, il est prouvé qu'en investissement, tu as l'air plus intelligent du point de vue de ton auditeur si tu as un message négatif que si tu as un message positif. L'anti-vente, parfois, ça marche. Je ne faisais pas exprès, parce que j'étais sincère dans ta démarche. J'étais sincère, et je le dis toujours, et je suis désolé pour ceux qui ont investi il y a 2 ans, parce qu'il y a des gens qui ont investi dans la stratégie de Cyril il y a 15 ans, 10 ans, 8 ans, 3 ans, 6 mois, mais aussi 2 ans quand c'était au plus haut. Bon, ceux qui ont investi à 15 ans, ils ont fait 15% de performance annualisée, donc ils sont pas trop tristes, je pense. Ça va, mais voilà, il faut savoir en bourse, et c'est pour ça qu'il faut investir à long terme, c'est que tu peux faire n'importe quoi, tu peux investir dans la meilleure boîte du monde, tu peux perdre une fortune. Les gars qui ont investi dans Apple, Apple, 2 fois, ça a perdu plus de 80%. Depuis la mise en bourse d'Apple. Quand tu perds 80%, pour tenir, faut pas vendre. Il y en a beaucoup qui ont dû se dégoûter et qui ont dû rater le train. C'est horrible, c'est très dur, et moi personnellement, jamais je vais te dire que j'aurais pas été influencé par ça.
C'est dur. Ouais, c'est dur, sauf si tu dis, voilà... Sauf si tu regardes vraiment pas, ouais. Voilà. Si tu es vraiment sincère sur cette discipline. Voilà, tu dis, ok, bah non, moi j'ai confiance, je regarde pas le cours de bourse. Moi, c'est vrai que je regarde, même quand je gère un fonds, je regardais très très peu les cours de bourse. C'était... Bah, faut pas, ouais. Parce que sinon, je savais que on en revient au compteur qui est fait pour compter les secondes et pas les heures ou les jours, quoi. Ouais. Voilà. Et deuxième conseil, c'est important aussi d'investir dans des trucs où on est sûr de tout perdre. C'est-à-dire de donner, quoi, aussi, de trouver. Et je crois qu'en France, c'est formidable parce qu'il y a des mouvements, un mouvement associatif très, très puissant avec des tas de gens qui font partie d'associations, qui donnent leur temps, ce que je ne fais pas du tout, moi. Mais tu donnes de l'argent et Lonvia aussi, d'ailleurs, je crois. Voilà, on a une fondation qu'on donne et qu'on a donné et qu'on donnerait 10% de notre résultat net. En fait, c'est un investissement important qui peut être et qu'il faut voir d'une manière égoïste, d'une manière intéressée. Je pense qu'en fait, il faut être intéressé quand tu donnes, parce que c'est ton avenir. Encore une fois, il faut être presque cynique et dire si je donne pas, si j'aide pas les autres, c'est eux qui vont venir me chercher. Il faut que la société fonctionne. Ah oui, il faut que la société. Si tu veux t'enrichir, je veux dire t'enrichir pas que avec de l'argent, mais tu vois, émotionnellement, il faut qu'autour de toi ça tourne. Okay, et si tu es là qu'à penser à Milton Friedman, à dire survival of the fittest, etc., tu vois, à la fin. T'as intérêt à être bien fit. Oui, t'as intérêt à être bien fit et à te faire partie du 1% des winners, et on n'est pas sûr. Toi, tu n'es pas sûr, tes enfants, tu es encore moins sûr, tes petits-enfants, tu es encore moins sûr. Donc, il faut une société qui tourne. Et donc, voilà, trouver des trucs où on peut... C'est quoi les investissements que vous faites, par exemple, avec la fondation Lonvia? Quelque chose que vous avez fait? Alors, justement, là, on est en pleine réflexion et il va y avoir un comité dans quelques semaines. Moi, donc on est dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ouais. Okay. Donc moi, je pousse beaucoup sur l'école. On n'est pas sur Espérance banlieue parce qu'on trouve, c'est un super projet qui a besoin d'aide, mais ils ont... Dans lequel tu participes à titre personnel? Dans lequel j'ai participé de manière très importante. Et là, aujourd'hui, on regardait un autre projet qui s'appelle Espérance Ruralité. Au lieu d'ouvrir des écoles dans les banlieues, ils font la même chose dans les espaces ruraux, où il y a aussi des tas de problèmes d'écoles, parce que des fois, voilà, il n'y a que l'école publique, et tu vois, là-bas, tu ne vas pas aller dans l'école privée du 16e arrondissement, ou même une école semi-privée qui n'est pas chère, etc. Mais il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas d'alternative. Hein. Il n'y a pas d'alternative. Et donc, voilà, si tu as des mauvais profs, une mauvaise ambiance, tout ça, tu peux jamais rattraper. C'est évidemment injuste. Et donc, leur idée, c'est de faire ça, c'est de faire... En fait, c'est un copier-coller d'Espérance banlieue. Donc là, ça va passer en comité, mais peu importe, c'est un super projet, vraiment important, et de manière presque égoïste. C'est-à-dire que, je comprends le raisonnement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si jamais l'école ne fonctionne pas en France... tout le reste n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, tu vas voir, ça va mal se terminer, quoi. Ok, écoute, merci d'avoir partagé ça. Pour ceux qui veulent te retrouver ou retrouver Lonvia a une page LinkedIn, a même son propre podcast qui a été lancé par Amine Zeglache récemment. Pour y investir, vous pouvez le faire à travers quasiment tous les PEA, toutes les banques en ligne. Vous retrouvez un grand nombre d'assurances vie, vous retrouvez les fonds de Lonvia. Oui. Vous pouvez également les retrouver dans Colbert Life, qui est un autre propre contrat d'assurance vie qu'on a lancé récemment, qui est donc accessible à la souscription en 100% digital, dès 1 000 € à condition de faire des versements programmés. Et vous avez le seul mandat du marché avec une exposition à 40% sur les small caps dont on a pas mal parlé
aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour votre temps. Merci François d'avoir été là. C'était passionnant et j'espère que l'épisode te plaira. Ok, merci beaucoup. À bientôt.